Ok, donc ce soir on va parler d'Angular et surtout principalement en fait les nouveautés autour des outils. J'ai quelques slides à la fin du talk pour la partie framework, juste pour rafraîchir un peu, mais principalement le talk vraiment tourne autour du CLI et de tout ce qu'on fait autour du CLI. Si vous avez suivi un peu l'actualité autour d'Angular, donc depuis la version 6, déjà AngularJS versus Angular, ça je pense que le débat est clos. Ok, merci. Quand je dis Angular, c'est la nouvelle version d'Angular, ce qu'on appelait la version 2 depuis quelques années. À partir de 6, en fait, l'accord Team Angular, enfin les corps Team Angular, on a essayé de se focaliser sur l'expérience développeur. Je vais expliquer du coup ce que j'entends par là par la suite, c'est-à-dire proposer en fait une meilleure expérience, voilà, pour nos développeurs, meilleurs outils, des meilleurs temps de performance, temps de build, etc. Et ça continuera d'ailleurs avec la version 9 aussi. Quelque chose qu'on assume dans Angular, en fait, c'est Angular est un framework, comment on dit, opinionated, c'est-à-dire voilà, on vous fournit tout ce qu'il faut pour faire une application, votre application. À la différence du coup de d'autres technologies, effectivement, là, vous avez tout ce qu'il faut. Vous voulez faire de l'HTTP, il y a un module, vous voulez faire de la validation de formulaire, il y a ce qu'il faut. Même la partie component UI, il y a Material Design pour ça. Donc la solution officielle. Et puis voilà, j'en passe et les meilleurs. Et donc bien sûr aussi, la dernière icône là-bas, c'est le CLI, donc c'est l'outil de développement pour les projets Angular. Donc moi c'est Wassim, je travaille chez Microsoft, je suis Cloud Advocate donc pour Azure, avec un focus sur JavaScript et le web, donc communauté web et communauté JavaScript. Je suis sur internet, Mannequin Echo, si vous voulez me pinguer sur Twitter ou autre. Mais ce soir, je viens vous parler en tant que membre de l'équipe Angular et contributeur. Et du coup, voilà. Donc, je fais pas mal d'open source depuis plusieurs années, donc il y a plusieurs outils principalement autour d'Angular. Je vous laisserai regarder les slides plus tard tranquillement. Et je suis également donc nominé par Google en tant que G2, donc c'est l'équivalent de nos MVP pour Angular historiquement, puis après Actions dans Google et aussi la partie Kubernetes et serverless sur GCP. Voilà, je voulais juste remercier ces personnes-là en fait qui font partie du coup pareil de la core team Angular sur la partie toolings. Parce qu'en fait il y a plusieurs core teams d'Angular. Il y a ceux qui travaillent sur le framework, ceux qui travaillent sur Material Design, il y a une équipe TypeScript interne à Google et donc nous. Et voilà, donc ces personnes m'ont accueilli, m'ont formé, etc. pour vraiment être autonome dans l'équipe. Avant donc de parler de la suite, la plupart des topics et des outils que je vais montrer ce soir sont disponibles en fait via notre CLI. Donc pour l'installer via NPM, ça parle à tout le monde NPM. J'essaie de doser un peu l'orientation. Donc voilà, NPM, vous installez de manière globale le CLI et comme ça vous pouvez donc utiliser le CLI pour générer vos applications, générer les composants et ainsi de suite. Quelqu'un déjà l'utilise pour voir? Ok, voilà. Voilà, donc pour résumer ce que c'est le CLI, donc c'est un outil en ligne de commande que vous donc installez, etc. et que ça vous permet de scaffolder un projet Angular avec donc les patterns Angular, les guidelines, etc. Et ça vous permet aussi de gérer vos projets, c'est-à-dire générer de nouveaux composants, générer même éventuellement des squelettes de pages et builder, tester et même éventuellement déployer. J'ai parlé un peu de la partie déploiement aussi parce qu'en fait on a aussi créé un module. Quand je dis on, du coup c'est l'équipe Cloud Advocate Azure. On a créé un module pour Angular pour déployer sur Azure. Premier topic, donc les schematics. Donc ça c'est une notion que vous allez retrouver si vous regardez un peu Angular et l'écosystème. Les schematics. Donc pour celles qui utilisent du coup le CLI, quand on génère une application, quand on exécute n'importe quelle commande avec le CLI, en fait, derrière on est en train d'exécuter ce qu'on appelle une schématique. Et du coup, donc les schématiques build, test, lint, doc par exemple, ça c'est des commandes. Et en fait, avec cette API là, le CLI vous permet soit d'étendre une commande existante, par exemple générer un composant, ou si vous voulez pas générer, si vous voulez pas avoir le composant avec la génération par défaut, vous pouvez par exemple enrichir avec vos propres conventions, voire éventuellement remplacer complètement la commande generate par la vôtre si vous avez des conventions internes dans vos boîtes avec des guidelines bien spécifiques à vous, vous pouvez les implémenter directement.
Comme ça, à chaque fois que vous faites générer un nouveau composant, il sera généré avec vos conventions à vous et non pas ceux d'Angular. Et bien sûr, on peut aussi créer des nouvelles commandes via les schématiques. Donc voilà rapidement comment ça se passe. Donc il y a un autre CLI séparé pour ça, première ligne. Donc ça vous donne accès à la commande schematics et vous l'utilisez pour générer une commande basée sur un template. Donc blank, c'est un template vide, du coup ça vous génère ce répertoire-là avec ces fichiers. Donc vous n'avez plus qu'à implémenter votre logique dans le fichier index par exemple. Et après pour utiliser, bien sûr, donc vous générez une nouvelle application comme d'hab. En mode local, du coup, en fait, vous npm link, enfin vous linkez du coup, créez un lien symbolique. Ça c'est très commun dans le monde Node. Vous créez un lien symbolique depuis votre projet dev de la schématique en question vers votre application pour pouvoir la tester en local. Sinon, une fois déployé sur npm et mise en prod, rendu disponible pour les autres, vous pouvez donc l'utiliser donc comme ceci via le pattern path schématique et des options. La ligne 6 en fait vous montre un exemple. Donc point c'est le répertoire courant, donc le projet courant. Foo c'est le nom de la schématique et après avec des flags supplémentaires si vous avez décidé ainsi. Petite promo personnelle, j'ai fait un outil qui s'appelle njx.tools qui est l'équivalent donc de npm registry mais qui se focalise uniquement sur Angular. C'est-à-dire que si vous cherchez des packages Angular, n'hésitez pas à le tester plutôt que d'aller sur npm et de passer des heures et des heures à filtrer. Et puis donc toutes les cartes avec un triangle rouge, c'est des schématiques. Les autres, c'est des packages classiques. Ensuite, une autre API qui s'appelle la Builder API, toujours proposée par le CLI. Donc, qu'est-ce que c'est? La Builder API, en fait, c'est un ensemble d'outils qui vous permettent, en fait, à vous de venir vous insérer, entre guillemets, dans le lifecycle d'une commande. Donc, par exemple, lorsque vous buildez votre projet, si vous voulez modifier la façon dont c'est buildé, ou par exemple, à la fin du build, venir taguer un fichier avec une version courante, la version actuelle, vous pouvez du coup créer un builder pour ça. Donc voilà, donc le builder, l'API builder est fourni par ce package, Architect, qui lui en fait voilà, vous fournit en même temps la builder API, donc qui vous permet par exemple soit vous brancher sur le workflow d'une commande, voire créer des nouvelles commandes aussi, typiquement deploy c'est une commande de type builder. Accessoirement en fait voilà, ce package Architect vous donne aussi la possibilité de, avec des nouvelles API et de nouveaux on va dire des nouvelles méthodes plutôt, si vous voulez par exemple créer un outil différent du Angular CLI mais qui a le même lifecycle, par exemple une interface graphique au-dessus du CLI si vous souhaitez. Donc ça veut dire si vous lancez une commande en ligne, build, donc la build, la commande build en fait elle prend du temps, elle exécute des tâches, mais vous voulez par exemple récupérer des événements pour afficher ça de manière graphique. Donc vous allez devoir faire une builder qui viendra se plugger sur la commande build et qui par exemple va publier des events. L'API derrière, je vais vous montrer d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, enfin, elle est réactive, c'est-à-dire que c'est à base d'observable, voilà, de stream. Donc ça, c'est un builder simple qui retourne une promesse et donc qui résolve avec un success true. Bien sûr, dans un vrai builder, la logique du code sera beaucoup plus complexe que ça. Mais ça, c'est le minimum en tout cas. Une fois que vous avez créé votre fichier, vous pouvez du coup aussi rajouter un schema.json qui permettra du coup de valider les différents types d'entrées, types d'input pour votre builder. Et après, donc pour que ce projet-là soit qualifié de builder au sens CLI, bien sûr, il faut fournir ce fichier-là qui dit en fait voilà, cette commande-là, c'est de type builder et voici son schéma de validation et voici où est-ce qu'elle se situe. Et donc après, bien sûr, il faut lui donner un nom, c'est comme ça qu'il sera identifié sur NPM et renseigner le fameux builder aussi. Là, j'entre un peu dans le détail, mais bon, je vais passer. Je n'ai pas envie de vous saouler avec ça. Si vous avez déjà inspecté l'angular.json, donc c'est le fichier de configuration qui vient avec tout projet Angular. Dedans, vous avez peut-être remarqué ce genre de configuration.
Et donc vous pouvez utiliser votre builder comme ceci, c'est-à-dire venir rajouter en fait une nouvelle commande touch par exemple ici. Ah, j'ai pas de souris. Et non, ça marche pas. Et donc renseigner le nouveau builder que vous avez créé en lui du coup donnant les différents paramètres nécessaires. Et comme ça vous allez pouvoir faire la commande en dessous ng run, le nom du builder avec le nom de la commande. Hop. Il existe déjà en fait des builders qui sont faits par la communauté. Il y en a certains ici. Et bien sûr, donc, nous côté Azure, on a fait le ng deploy Azure, donc qui est open source, qui est sur GitHub, que vous pouvez utiliser pour déployer votre application Angular donc sur le hosting statique d'Azure. Il y en a qui déploient sur... D'ailleurs, il y a aussi... Je n'ai pas mentionné, mais il y a aussi des deploys sur Firebase par exemple, et des deploys sur Zest et sur d'autres plateformes d'hébergement statique. Je vous ai parlé des schematics, des builders. Effectivement, on pourrait imaginer effectivement qu'ils font la même chose, mais il y a quand même des use cases différents pour les schématiques et pour les builders. Typiquement, lorsque vous voulez juste modifier des fichiers sur le disque, donc le cas du generate par exemple ou du update, ça c'est des commandes qui sont du coup natives dans le CLI. Là, vous allez pouvoir créer plutôt un schématique pour ça. Par contre, si vous voulez vous plugger sur le workflow du build du CLI, là, ce sera plutôt un builder. Bien sûr, après, voilà, ce genre de DPI, c'est si vous voulez créer vos propres schématiques et builder, et bien sûr, après, si vous voulez les déployer sur NPM ou même sur votre NPM interne à votre entreprise. Et d'ailleurs, quand est-ce qu'on utilise ce genre d'automatisation? Ben voilà, si vous faites la même tâche de manière répétitive là où vous travaillez, ce serait du coup intéressant de l'automatiser une bonne fois pour toutes. Voilà, pour économiser du temps. Après, voilà, il y a Manfred qui a fait ce module-là qui s'appelle NGX Build Plus. Si vous voulez enrichir, là on parle plus du builder ni du schematics, là on parle juste d'un autre projet. Donc qui est fait par la communauté et qui vous permet donc, ce projet-là vous permet d'enrichir en fait votre ng build avec du code splitting amélioré, avec du bundle size assez important. Donc n'hésitez pas à le tester et en tout cas, nous on le recommande officiellement. Et on s'en est inspiré aussi pour la partie la partie splitting dont je vais parler plus tard. Dans la version 8 du CLI, on a ajouté cette nouvelle fonctionnalité. Bon, je voulais quand même la mentionner pour pas inquiéter les gens. Ça s'appelle télémétrie. En fait, le but, c'est permettre à l'équipe Angular de vérifier que quand il y a des bugs, par exemple avec le CLI, qu'on sache qu'est-ce qui a pu provoquer en fait ce bug-là et pouvoir rapidement fixer le problème. Et aussi avoir une sorte de cartographie de combien de personnes utilisent le CLI, combien de personnes génèrent du code avec le CLI et ainsi de suite, pour justement orienter les ressources nécessaires dans les différentes tâches. Donc les dimensions, les métriques qui sont récoltées, typiquement les flags que vous utilisez, les commandes que vous appelez, votre version de node, la quantité de RAM, CPU et ainsi de suite. Et donc il y a le lien en fait vers le wiki qui détaille tout ce qui est récolté. Alors, pour vous rassurer, cette option est désactivée par défaut. Voilà. Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez l'activer du coup pour nous donner plus d'infos. Voilà. Ça pourrait vachement nous aider. Si vous utilisez votre CLI, et j'imagine que c'est le cas côté CI, il y a une option, c'est un flag qu'il faut du coup ajouter parce que sinon, voilà, en fait, lorsque vous générez, du coup, il va vous demander si vous voulez activer ou désactiver la télémétrie, mais c'est un build automatique, donc ça va planter votre build. Ok. Diffusion loading. Donc ça, c'est un truc qui a été aussi rajouté dans la version 8 du CLI.
l'idée en fait derrière, c'est que avant la version 8, c'est-à-dire quand on buildait l'application Angular, on buildait des bundles pour tous les navigateurs. Le même bundle en fait, pour les navigateurs modernes et les navigateurs anciens, les legacy, qu'on appelle ici les legacy. Ce qui était un peu pas malin, on va dire. Parce que du coup, pour les navigateurs modernes, on incluait aussi les polyfills. Et ces navigateurs-là n'avaient pas besoin de polyfills parce que c'était moderne. Voilà, c'est toutes les API et JavaScript qu'on polyfilait pour les anciens sont présentes dans les nouveaux navigateurs modernes. Donc, on a introduit cette nouvelle façon, on va dire, de build les applications, vos apps Angular, ce qui permet du coup de faire plusieurs bundles. Un pour les navigateurs modernes et un pour les navigateurs legacy. Je pense que c'est clair. Donc c'est par défaut à partir de la 8. Comment ça marche? De toute façon c'est généré par défaut, mais si vous l'avez modifié ou supprimé, il y a besoin en fait de ce fichier-là, le browser list, où vous spécifiez en fait les navigateurs que vous supportez, enfin que vous ciblez plutôt dans vos projets. Et puis derrière, le test config, vous précisez que, voilà, que je génère par défaut pour ES 2015, navigateur moderne entre guillemets. Voilà, donc le fichier HTML, index HTML qui sera généré, contiendra du coup 2 blocs, on va dire. Le premier avec des scripts en fait de type module, donc ça c'est la nouvelle syntaxe ES 2015, qui sont reconnus du coup par les navigateurs modernes. Et puis pour les navigateurs legacy, parce qu'ils l'auront automatiquement sur le deuxième bloc. Ils vont ignorer le premier bloc parce qu'ils ne connaissent pas la syntaxe type égale module. Donc voilà, c'est à partir de la version 8, si vous voyez plein de fichiers générés, c'est ça. Ne vous inquiétez pas. Ok, donc là je vais passer à mon sujet préféré, parce que c'est celui sur lequel je bosse. Ça se voit d'ailleurs. Bazel. Vous connaissez déjà Bazel ou pas du tout? Qui connaît Bazel? Juste pour... Vous avez entendu 4 personnes? Ok. Ok, donc Bazel, c'est, on va dire, alors j'ai dit modernissime, en fait, c'est voilà, déjà un projet qui a été open sourcé par Google. Donc c'est l'outil de build unique chez Google en interne depuis les 12 dernières années. Vous savez que Google est un monorepo, voilà, et donc Bazel, c'est ce qui build leur monorepo entièrement. Et en fait, en interne, ça s'appelle Blaze. Voilà, donc la version open source de Blaze s'appelle Bazel, mais elle est identique. Voilà, donc c'est un outil moderne pour orchestrer en fait vos tests et vos builds. Pour les développeurs Angular, il ne faut pas s'inquiéter, ça ne va pas remplacer parce qu'actuellement, voilà, je vous parle du Angular CLI, mais derrière le CLI, en fait, on utilise Webpack pour builder Webpack et NGPackager pour builder les librairies et les applications Angular. Avec Bazel, on ne va pas remplacer ni CLI, ni Packager, ni Webpack, mais on va venir utiliser Bazel pour orchestrer tout ça, d'accord? Alors, quelques avantages de Bazel, de cet outil-là. Donc, premièrement, en fait, il est capable de faire des builds incrémentaux. Un build incrémental, c'est-à-dire que je ne vais pas rebuilder toute l'application si je n'ai modifié qu'un seul fichier ou qu'une seule ligne dans un fichier, ce qu'on fait actuellement en fait. Polyglot, donc je vais en parler dans le slide suivant, il supporte plusieurs technos, c'est pas fait que pour le web ni pour Angular, d'ailleurs ça n'a rien à voir avec Angular, c'est un projet à part, mais que vous pouvez utiliser pour builder de l'Android, du C, du C#, du OCaml, et il y a pas mal de plugins, on appelle ça des règles, mais ce soir on va appeler ça des plugins. Hermétique, c'est-à-dire qu'en fait Bazel utilise une notion de package, c'est-à-dire il build des packages, et ces packages sont hermétiques. Il y a un qui sort, il y a un qui rentre, en termes donc, de dépendance bien sûr, sauf si vous l'avez explicitement précisé. Déterministique, c'est-à-dire que lorsque vous buildez, rebuildez et rebuildez le même package avec le code source, vous aurez toujours le même output, le même artefact. Ça peut paraître normal, mais des fois ça peut ne pas l'être. Justement, si par exemple vous packagez vos dépendances ou si vous utilisez des choses qui sont sujettes à modification par d'autres fichiers, alors Bazel l'interdit. Composable dans le sens où effectivement on peut créer des règles
dans un même projet, on peut builder encore une fois du JS, enfin / du TypeScript, en même temps avec du Java pour le back ou du .NET, voilà, dans le même projet. Et puis voilà, robuste, c'était plus de 12 ans chez Google, ça marche très bien. 2 milliards, ou je sais pas combien de fichiers, voilà, dans le monorepo. Je pense qu'on peut leur faire confiance. Voilà, donc Polyglot, plein de trucs, même si vous faites du proto-buffer ou du OCaml pour ceux qui font du fonctionnel. Il y a pas mal d'outils, il y a pas mal de plugins pour ça. D'ailleurs, vous pouvez aussi créer les vôtres si ça n'existe pas. Donc, bonne nouvelle, en fait, depuis quelques temps, Angular, le framework, maintenant, il est aussi buildé avec Bazel, alors qu'à la base, c'était des scripts Gulp, avec des scripts Shell et Node. Donc là, on a passé tout sur Bazel. Mais il y a aussi Material Design, NGRX, il y a quelques projets comme ça, en fait, dans l'écosystème qui ont commencé à basculer sur Bazel. Alors, j'ai pas mis une slide, mais en moyenne, un build, lorsque quelqu'un commit sur Angular, en fait, il y a un build qui est déclenché. Ça prenait à peu près 50 minutes à builder avant Bazel. Après Bazel, avec les optimisations que je vais présenter par la suite, on est passé à 7 minutes de build. Donc comment ça fonctionne? Je vais essayer d'aller vite sur les concepts, ou on va dire les fondamentaux de Bazel. Avec Bazel, donc, vous écrivez des règles, donc en anglais ça s'appelle des rules si vous regardez la doc, et puis ces règles en fait vont travailler sur des fichiers. Donc Bazel, lui, n'accède pas à vos fichiers en fait, ne lit pas vos codes sources. Lui, il va juste appeler des règles, et ces règles-là, elles vont aller appeler du coup des binaires, typiquement donc pour TypeScript. Donc ils vont appeler le TS, le compilateur TS, pour transpiler vos TypeScript en JavaScript. C'est ce qu'on a ici comme exemple. Donc globalement, voilà, on a en fait ce qu'on appelle une action dans Bazel. Et cette action, donc cette compilation action, appelle une règle, lui donne les fichiers nécessaires et attend en fait une sortie, un fichier JavaScript ou un bundle JavaScript. Là, c'est parce qu'en fait, c'est une test library, donc c'est par défaut, on s'attend à avoir du coup un autre fichier texte, j'ai envie de dire. Il y a aussi des règles qui permettent de builder des binaires. Donc par exemple, si vous regardez node-binary, vous lui donnez du coup les fichiers sources de node, ça vous génère un binaire. Pour résumer donc une action, c'est comme si c'était, on va dire, simplement une fonction mathématique. Vous donnez un input, elle vous donne un output. Et cette fonction, elle est pure et déterministique. Voilà. Pour le même input, vous aurez toujours le même output, et de préférence, cette fonction n'a pas besoin d'aller chercher de l'information ailleurs. Elle a tout ce qu'il faut en son sein pour du coup générer votre artefact. Déterministique, hermétique, pur. Les actions, on peut les combiner ensemble. Donc rappelez-vous, une action, ça appelle une règle à l'intérieur. Cette règle exécute du coup des programmes. Donc là, on peut les composer. On peut avoir par exemple plusieurs actions qui compilent en parallèle du coup des TypeScript. Et après, du coup, vous pouvez avoir des actions qui testent, qui génèrent des packages, et éventuellement qui vous créent votre artefact. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais en fait, Bazel est rapide, très rapide quand il build. Je vais montrer une démo tout à l'heure. Comment ça marche en fait? D'ailleurs, le côté déterministique dont j'ai parlé, mais il y a aussi, ça joue beaucoup en fait, donc le côté rapide. C'est parce qu'en fait, quand vous lancez un build, Bazel crée un cache, un graphe en fait avec du cache. Et donc chaque sortie, chaque code généré par des actions, par un bloc d'action en fait, est tagué par un SHA-1 pour identifier. Comme ça, au prochain build, prochaine modification, il va comparer les SHA-1 et c'est rapide. Il ne va pas rebuilder du coup. Par exemple, voilà, si vous modifiez si vous avez modifié du coup deux fichiers ou un fichier qui est traité par ces deux actions-là, qui n'est pas du coup traité par ces actions-là, Bazel va rebuilder du coup que le bloc du coup qui n'est pas concerné. Bon, je pense que vous m'avez compris. Ainsi que toutes ces dépendances. Et puis, lorsque vous faites Bazel, vous lancez une commande, par exemple pour builder, parce que c'est le plus coûteux. Bazel, il crée un graphe de compilation en mémoire, en RAM, dans lequel du coup il référence toutes les dépendances, par exemple une dépendance avec ses sous-dépendances et ses enfants et ainsi de suite. Il crée un DAG du coup. Et donc il est capable
lorsque vous modifiez encore une fois un fichier, de dire ah, ce fichier a été modifié dans ce package dépend de telle et telle et telle dépendance, donc je vais builder que ces dépendances-là. Les autres, je ne veux pas y toucher. Donc c'est pour ça, voilà, il est capable de tracer en fait le chemin de dépendance et de n'exécuter que ces actions-là, ou réexécuter que ces actions-là. Et en plus, il est malin parce que il sait qu'en fait que on va dire les actions en bleu et les actions en jaune n'ont pas d'ancêtre commun, donc il n'y a aucune relation en fait entre ces deux blocs. Donc il va pouvoir les paralléliser sur donc, deux CPU, enfin plusieurs CPU en tout cas. Donc si on combine cette histoire de cache et d'exécution, etc. Donc imaginons, voilà, on a notre développeur qui utilise Bazel. Donc là j'ai mis code vers Bazel, mais en fait c'est une règle Bazel. Rappelez-vous, c'est pas Bazel qui est votre code source, c'est les règles que vous écrivez, que vous téléchargez. Et vous lancez le build, il crée un cache, puis éventuellement il va rebuilder que ce qui a changé, non pas toute l'application, donc un build incrémental. Et puis aussi il va utiliser tous vos CPU disponibles sur votre machine pour builder en parallèle votre application. Donc ça c'est la façon locale, sur votre machine locale de dev. Le point fort de Bazel en fait, c'est qu'il peut aussi tourner en mode distribué, dans le cloud. C'est-à-dire que le cache qu'il a généré en local, il peut l'uploader du coup sur un système distant, sur un remote. Alors quand je dis cloud, une machine dans votre cuisine, ça marche aussi. Hein. C'est juste, on va dire, sur une machine distante. L'avantage du cloud, c'est que vous pouvez utiliser tous les CPU disponibles de vos VM. Et pareil, voilà. Donc typiquement sur du GCP, parce que ils ont un support natif en fait pour du Bazel, ou côté par exemple côté Azure, vous pouvez voilà, demander donc à la ferme de build, en fait c'est une ferme de calcul derrière que vous installez manuellement, de voilà, lance-moi un build sur tous les CPU disponibles. Et aussi, je crois qu'il y a un mode qui a été rajouté pas très longtemps, un mode dynamique, c'est-à-dire qu'à la fois il va lancer de la compilation côté remote, mais aussi en local. Et il va prendre la compilation, le résultat le plus rapide. Souvent, ça peut être aussi intéressant de builder en local. Si vous avez juste une petite modif et que vous voulez la builder en local, plutôt que de perdre 5 minutes avec le réseau, la latence, etc. Du coup, voilà, lui, il va gérer ça pour vous. Là, c'est un truc que je fais ici exprès pour plaisanter. Il y a une commande sympa avec Bazel qui permet de générer en fait le graphe de dépendance dont je parlais tout à l'heure. Et donc là, c'est généré sur un vrai projet sur lequel j'avais bossé avant. Donc là, je zoome en fait pour montrer le code spaghetti qui était sur ce projet-là. Il y a un truc aussi qui est important avec Bazel, c'est que Bazel n'aime pas les références croisées. Dès qu'il détecte qu'il y a des références croisées, il arrête tout. Donc voilà, donc ça vous oblige en fait à nettoyer votre code avant de lancer Bazel. Et en tout cas, voilà, Bazel en fait, il a vraiment du sens sur ce type de projet. Très gros projet avec plusieurs dépendances, etc. Et puis, bien sûr, la manière dont vous allez structurer vos packages et ainsi de suite, ça va vous permettre du coup de tirer vraiment un avantage énorme de la partie parallélisation et incrémentalité. Donc pour utiliser Bazel avec Angular, il y a des packages qui existent, Angular/Bazel. Si vous démarrez un nouveau projet Angular, donc vous pouvez utiliser --collection égale Angular Bazel qui va vous générer du coup les différents fichiers de configuration et voilà, considérez votre projet comme étant un Bazel, donc buildez surtout avec Bazel. Ou si vous avez déjà un projet Angular existant et vous voulez l'enrichir, donc il y a la commande ng-add. Encore une fois, pour ceux qui utilisent savent ce que c'est. Oui, pardon. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non. Sauf par contre si vous avez éjecté votre configuration initialement, que vous maintenez vous-même la configuration Webpack. Ça c'est hors sujet, je veux dire, pour nous. Là, on considère un projet Angular CLI classique. Voilà. Bien sûr, tu peux toujours aussi faire du Bazel à la main, en créant les fichiers packages, etc. manuellement. Là, c'est juste qu'en fait que les CLI génèrent tout pour toi automatiquement. Et même, je crois que par défaut, si on l'a toujours pas changé, par défaut, les fichiers de config sont cachés pour toi en fait. Tu les vois pas. Les workspace, bref, tous ces fichiers-là. Si vous voulez, en fait, j'ai d'autres talks sur Bazel beaucoup plus détaillés que ça, typiquement pour montrer comment écrire des règles et ainsi de suite. Je serai disponible après pour en discuter, ou surtout, vous pouvez aller regarder ces deux liens-là. Donc le deuxième lien, c'est la documentation officielle de Bazel, pour toutes les technos. Donc le premier, c'est Bazel uniquement dans le contexte Angular. On change de sujet.
on passe à autre chose. Dans les nouveautés en fait qui sont sorties dans la version 8 et qui vont continuer, en tout cas pour la version 9 d'Angular, pour ceux qui suivent du coup l'historique des versions, tous les 6 mois il y a une nouvelle version majeure. Et je crois qu'il y a un LTS sur les 2 dernières années, donc vous n'êtes pas obligé d'upgrade. On a commencé en fait depuis quasiment un an, je crois, la réécriture du render d'Angular. Donc le moteur qui compile vos HTML en fait. Donc cette nouvelle itération s'appelle Ivy. Ivy c'est la quatrième itération. Et dans le but en fait de générer des fichiers de plus en plus petits en termes de taille, en fait de size, et aussi accélérer la compilation. Et pour ceux qui ont déjà eu des erreurs dans le navigateur, lire les stack traces, c'est très galère. Donc là, on espère avec cette nouvelle version en fait avoir des stack traces compréhensibles et surtout clairs à comprendre. Voilà. Et surtout, donc l'un des objectifs principaux de l'équipe Angular, donc l'équipe de Google, enfin les gens qui travaillent chez Google, du coup les Googlers, c'est de ne pas casser l'interopérabilité en fait avec l'ancien renderer, parce que forcément Google utilise Angular en interne. Je crois qu'il y a plus de 1000 applications Angular /2, hein, pas AngularJS. AngularJS, il y a plus de 16 000 applications. Mais Angular, en tout cas la dernière version, il y a beaucoup de teams en interne qui l'utilisent. Et s'il y a le moindre problème, c'est quelqu'un de l'équipe Angular qui va les aider à débugger, à corriger le problème. Donc pour éviter ça, en fait, leur priorité, en tout cas pour la version 8 d'Angular, c'est d'avoir la même API en tout cas. Pas de nouvelles fonctionnalités, rien, mais juste la même API avec beaucoup plus de performance et ce que j'ai mentionné avant. Là, j'ai rajouté ça tout à l'heure en fait pour juste rappeler, là on sort du coup des toolings, etc. Mais je voulais vous donner en fait, entre parenthèses, quelques news sur ce qui existe côté du coup framework, si ça vous intéresse. Je pense quand même que c'est intéressant parce que typiquement Ivy, ça peut être avantageux pour vous de le tester, surtout pour l'instant parce qu'encore il est en mode test. Et donc si vous voulez aujourd'hui, on va dire générer une nouvelle application qui est compatible Ivy avec le nouveau moteur de rendu, il suffit de rajouter ce flag --enable Ivy. Donc ça, je l'ai mentionné tout à l'heure, je pense que je vais le zapper. Après voilà, si vous vous intéressez un peu au code généré, qui a déjà regardé le code généré par Angular avant la version 8 pour rigoler quoi, voilà. Il est illisible en fait. C'est un code qui est généré pour la VM, enfin pour V8, pour le moteur JavaScript, pas pour nous les humains. Et du coup, en fait, ça contient beaucoup d'instructions, beaucoup de choses potentiellement, on va dire, inutiles pour nous. Par contre, c'est utile pour le moteur V8. Par contre, avec Ivy, tout a été repensé, c'est-à-dire que les instructions qui sont nécessaires pour rendre en fait votre application HTML, votre DOM, sont moindres, on va dire, et plus succincts. Et surtout, en fait, c'est lisible. On peut lire en lisant voilà ce fichier-là, on sait ce qu'il fait. Si par exemple je devais avoir le même fichier avec l'ancienne version, là j'aurais pas de place en fait dans mon slide. Il y a cette notion aussi de avoir des fonctionnalités, enfin en anglais on dit ça tree shakeable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enlever les méthodes, les appels de fonctions, etc., les API qu'on n'utilise pas dans nos projets, les retirer du bundle final, du package en fait qu'on génère. Je m'explique. Donc tout ça, c'est des notions d'Angular. Les lifecycle hooks, c'est par exemple le ng on init, le ng on change, etc. C'est les différentes fonctions que vous appelez pour vous brancher sur le lifecycle d'Angular. Les pipes, vous connaissez. Les queries, c'est pour les view children, view collection et tout ça, et ainsi de suite. Et donc, avant la version 8, toutes ces features d'Angular, en fait, c'était pas possible en fait de les retirer du framework, même si vous les utilisez pas. Donc, par exemple, imaginez un composant classique où il y avait, imaginez votre projet avec un fichier, un composant, pour rendre les choses simples. Si dans ce composant-là, vous n'utilisez pas de ngIf ou de ngFor dans le template, eh bien, il était quand même dans le bundle final d'Angular en fait. Alors qu'avec la nouvelle API, il n'y sera pas parce que vous ne l'avez pas invoqué. Et donc, vous généralisez ça à tous les concepts d'Angular. L'injection de dépendance,
voilà, enfin surtout Content Projection, ça c'est pour ceux qui font des librairies, mais la plupart, enfin, globalement, on va dire 80% des projets sur lesquels j'ai bossé pour des anciens clients, on utilisait peu le Content Projection. Ça, c'est encore une fois un petit graphe qui a été fait du coup par Brad Green en juin dernier, je crois. Ouais, je sais plus. Bon, en tout cas, l'année dernière, qui en fait, en tout cas, donne un ordre d'idée de la taille d'une application Hello World, je précise, voilà, avec Ivy compressé. Donc 2,4, on est parti de 36K à 2,4. Et donc l'équipe qui travaille sur le framework n'a pas encore fini. Voilà. Le but, c'est vraiment de descendre, enfin d'aller au minimum en fait, bien sûr, pour pouvoir, et je vais l'expliquer dans la suite, pour pouvoir du coup utiliser Angular dans le contexte des web components. Donc, ouais, j'ai mis ça. Après, ouais, je peux peut-être le zapper, mais en gros, si vous vous rappelez, un des objectifs d'Ivy, c'est d'avoir du coup une compilation rapide. C'est-à-dire, quand je dis compilation dans le contexte Angular, c'est transformer l'HTML en JavaScript. Voilà, ça s'appelle compilation, mais bon. Et puis, avec le render actuel, ça prenait du temps. Voilà, un certain temps. Par contre, avec Ivy, du coup, c'est possible parce que, enfin, c'est beaucoup plus rapide. Pourquoi? À cause de ces deux notions-là qui sont, comment dire, l'incrémentalité du coup, et c'est-à-dire, encore une fois, comme dans Bazel, c'est des concepts similaires, même si du coup, Bazel n'a rien à voir avec ce topic-là, mais c'est le même principe, c'est-à-dire que si je modifie un composant, je ne vais pas rebuilder toute l'application, enfin, tous les autres composants. Quand je dis rebuilder, c'est recompiler, l'HTML, etc. Donc ça, c'est dans le contexte d'Ivy. Localité, c'est-à-dire que, là, je vais devoir entrer un peu dans le détail, lorsque vous générez du coup, vous buildez votre application, en mode prod. J'espère que vous le faites tous. Hein, Olivier. En fait, le NGCC, du coup, c'est le compilateur d'Angular, génère en fait, pour générer, on va dire dans le passé, des fichiers de mapping qui, en gros, entre guillemets, mappaient les différents composants entre eux, les dépendances. Et encore une fois, alors, lorsque vous transpilez votre HTML avec Angular, il est transformé en JavaScript en plus de la classe du composant. Donc vous avez deux fichiers en fait, mais qui sont quand même l'un dans l'autre. Mais en fait, vous avez du coup, au sens, on va dire JavaScript ou TypeScript, deux classes séparées. Avec cette notion de localité, en fait, il y a plus ce genre de truc. C'est-à-dire que le composant, quand il est transpilé, il contient tout le nécessaire. Encore une fois, c'est la même notion que Bazel tout à l'heure, qu'un package doit être hermétique. Là, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que du coup, je vais pouvoir avoir un composant qui a tout le nécessaire pour être rebuildé, etc., sans être dépendant du reste de l'application. Voilà, donc globalement, ces deux notions-là font que, pour faire simple, la compilation, lorsque vous faites CTRL-S, ça prend le moins de temps possible. Alors, une autre notion aussi, donc ça, vous connaissez les Web Components, le standard Web Component. Alors, vite fait, même, vous avez entendu parler de ça, voilà. Donc, en gros, c'est un standard W3C qui vous permet de créer vos propres balises HTML, pour faire simple. Sans framework, sans rien, donc avec juste les standards du web. Et donc, Angular Element, donc c'est la façon d'Angular de générer ou d'être compatible avec le standard Web Component. Je m'explique. Voilà, je l'ai résumé. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Web Component, c'est 4 standards et de Custom Elements, c'est un des standards de ces specs-là. Et globalement, en fait, avec donc, d'ailleurs c'est déjà disponible. Si vous souhaitez, vous pouvez donc prendre votre composant Angular, donc que vous avez codé avec vos compétences Angular, etc. Vous n'avez pas besoin de connaître les standards Web Components ni quoi que ce soit. Vous pouvez donc le générer en fait en tant que custom element et l'utiliser dans une autre application hors Angular en tant que custom element. Par exemple, ici j'ai un petit quiz, mais je pense que vous voyez peut-être pas, non, mais voilà, j'ai une recette de burger avec des ingrédients. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la balise en fait qui a été faite avec un custom element, avec un Angular element?
En fait, on peut pas. Question piège. Voilà, parce que en fait, du côté navigateur, lui, il voit un custom element. Quand Chrome ou Edge, en fait, compile ou interprète votre DOM, il s'en fout, en fait, il sait pas comment ça a été fait. Enfin, à l'intérieur, du coup. Mais effectivement, à l'intérieur, ça a été pour ce coup-là, en fait, avec Angular Element, l'API utilisée, c'est l'API Angular. Voilà. Là, rapidement, je montre ici comment, du coup, générer ce fameux composant, enfin, custom element avec cette nouvelle API, qui est donc disponible via le package Angular/element, pour si vous souhaitez tester. Donc, cette API, elle est déjà stable, elle est déjà utilisée sur Angular.io. Pour information, Angular.io, vous connaissez? Site officiel. Et en fait, c'est notre kitchen sink, c'est-à-dire qu'on teste toutes les nouveautés en fait sur ce site-là. Et si vous connaissez aussi next.angular.io, voilà, c'est en fait c'est la doc, mais de la future version qui n'est pas encore stable. Par exemple, si vous allez aujourd'hui, ça sera de la version 9 par exemple. Ah, voilà, donc tout est, enfin Angular Element, ça a été déjà réalisé depuis un petit moment, c'est déjà utilisé dans Angular Element. Petit bémol quand même, actuellement ça fonctionne, mais dans le contexte, c'est-à-dire dans le monde Angular. C'est-à-dire que vous pouvez du coup coder un composant en tant que custom element et le réutiliser dans une autre application en tant que, dans une autre application Angular en tant que web component. Parce qu'il y a encore des contraintes techniques qui font qu'on ne peut pas se débarrasser de pas mal de dépendances en fait pour l'utiliser avec du React ou du Vue. Mais on y travaille et je pense que ouais, ça sera bientôt prêt pour peut-être la prochaine version ou la version suivante. Qu'est-ce qui sera prêt? C'est-à-dire prendre votre composant Angular Element et l'utiliser avec du React par exemple. Ça c'est le rêve de plein de boîtes. Là je reviens un peu sur une autre notion du coup qui concerne les web workers. Vous connaissez web worker? Ouais, vite fait. Ouais. Alors rapidement, web worker, pareil, c'est une API du navigateur qui vous permet de démarrer des threads en fait séparés de votre thread principal pour exécuter du code un peu intensif. Voilà, des calculs intensifs. Vous pouvez donc éviter de les faire dans votre thread principal parce que le navigateur, il n'y a qu'un seul thread qui tourne avec le JavaScript. Et si vous faites des calculs intensifs, vous bloquez en fait du coup le rendering et l'exécution des événements, ainsi de suite. Donc c'est recommandé de démarrer en fait un thread séparé et lancer votre calcul et puis récupérer le résultat. Et donc avec la dernière version du CLI, on peut automatiser ça pour vous. Voilà. Vous générez du coup un web worker pour un composant spécifique. Donc là, le composant s'appelle app. C'est un composant que j'ai déjà dans mon application. Et donc le CLI vous génère ces deux fichiers-là, puis met à jour automatiquement la configuration pour vous. Et puis après ça marche. Donc dans votre fichier généré, votre nouveau fichier JavaScript, vous mettez votre calcul de pi ou ce que vous voulez. Voilà, quelque chose qui ne va pas bloquer l'UI. Les dynamic imports, ça c'est une notion concernant lazy loading. Donc j'imagine que vous êtes tous familiers avec la première syntaxe pour lazy loader des modules. Ouais, si ça vous dit rien, renseignez-vous. Faut le faire. C'est en gros, au lieu de charger toute votre application d'un coup, vous allez charger que les modules nécessaires à l'initialisation. Puis après, lorsque l'utilisateur va cliquer sur un lien, c'est à ce moment-là qu'on va charger du coup le module en question. Donc c'est du chargement différé, voilà, lazy loading. Donc anciennement, on utilisait la première syntaxe qui était du coup une syntaxe spécifique à Angular avec le load children avec le schma dièse le nom du module, ça me burk. Nouvelle syntaxe ES 2015 compatible. Donc import. Donc ce import là, c'est un mot-clé du navigateur. D'accord. Vous spécifiez le fichier JavaScript et après vous invoquez du coup dans la promesse le nom du module. C'est plus propre, effectivement. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc on a évoqué ça, plus du coup quelques notions du corps que j'ai ajoutées la dernière minute. Et puis d'ailleurs, j'imagine qu'on aura le temps plus tard en fait d'en discuter si vous avez des questions. Voilà. Bla 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 bla. Merci. J'accélère parce que j'ai trop travaillé.